Bienvenue dans le podcast L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Abonnez-vous à notre podcast sérieux, mais pas trop, conçu pour les passionnés d'histoire, qui veulent tout comprendre sur ces peuples, leurs aventures, leurs coutumes et leurs territoires durant le premier millénaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram ou écrivez-nous à meropodcast.fr@gmail.com. Et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur votre application de balado favorite ou à nous laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ceci est l'épisode bonus 60. Aurelianus, OSS 501. Dans l'ouvrage appelé Le Livre de l'Histoire des Francs, plus connu sous son nom latin raccourci de Liber tout simplement, on trouve le paragraphe suivant sur les préparatifs du mariage de Clovis. Gondebaud avait 2 nièces qu'il avait adoptées. Il condamna l'aînée, appelée Crona, à l'exil, après qu'elle soit devenue religieuse. Mais il garda prisonnière la plus jeune, qui répondait au nom de Crodéchilde. Comme il arrivait souvent que Clovis envoya des ambassades en Burgondie, ses émissaires croisèrent la jeune femme. Comme ils la trouvèrent belle, élégante et avisée, ils en firent part à Clovis. À cette nouvelle, celui-ci envoya une nouvelle ambassade à Gondebaud, conduite par son diplomate Aurelianus, pour lui demander la main de sa nièce. Or, Crodéchilde était chrétienne. Tandis qu'un dimanche, elle se rendait à la Sainte Messe, Aurelianus, qui avait laissé à son escorte cachée dans les bois les beaux vêtements qu'il portait sur lui, enfila de pauvres haillons et se mêla aux pauvres devant la porte de l'église. Quand la messe eut été terminée, Crodéchilde commença, conformément à son habitude, à distribuer des aumônes aux pauvres. Quand elle arriva devant Aurelianus, déguisée en misérable, elle déposa une pièce d'or dans sa paume. Mais lui, tout en baisant la main de la jeune fille, tira vers lui son manteau. Liber Historiae Francorum, chapitre 11. L'auteur anonyme du Liber livre une version haute en couleur des fiançailles entre Clovis et Crodéchilde, souvent appelée Clotilde de nos jours, et qu'orchestre un certain Aurelianus, conseiller du roi des Francs. Pour ce chroniqueur tardif, l'affaire rondement menée selon Grégoire de Tours prend une toute autre dimension avec cette aventure étrange de l'ambassadeur gallo-romain se déguisant en mendiant pour contacter en secret la princesse Burgonde malgré la surveillance de son oncle. L'émissaire futé valide donc que Crodéchilde est non seulement extrêmement belle, mais qu'elle a un cœur en or et une noblesse sans pareille, ce qui la qualifie parfaitement pour le poste de reine des Francs. Notre homme va donc lui offrir secrètement un anneau d'or au nom de Clovis en gage de fiançailles. Et la jeune Burgonde accepte son offre évidemment, pressentant la grande mission évangélisatrice qui sera la sienne en consentant à une union si prestigieuse. Mais, comme elle connaît les réticences de son oncle, elle sait qu'elle va devoir ruser et elle décide, avec son accord, de placer discrètement le dit anneau dans le trésor de Gondebaud. Quand le même conseiller Aurelianus revient quelque temps plus tard en tant qu'ambassadeur officiel cette fois, il exige, avec une totale mauvaise foi, qu'on lui remette la fiancée promise, puisque le roi des Burgondes a accepté l'anneau d'or comme contrat d'engagement. Évidemment, Gondebaud, qui ne sait rien de tout ça, perd vite patience devant cette prétention absurde et accepte le défi de faire vérifier le contenu de ses coffres. Et là, à son immense surprise, ses conseillers découvrent effectivement l'anneau du roi des Francs, caché au milieu du trésor des semaines plus tôt par sa nièce. Un retournement de situation qui force le roi, contre son gré, mais sous peine d'humiliation totale, à laisser partir Crodéchilde pour son destin dans le royaume du Nord. Voilà donc l'histoire assez fantasque du bon conseiller Aurelianus, apparu au 7e siècle sous la plume de l'auteur du Liber et qui donne immédiatement un peu plus de relief à l'histoire du mariage entre Clovis et Crodéchilde. Évidemment, vous vous en doutez, l'historicité de cette histoire ne convainc pas grand monde dans la communauté scientifique moderne. Mais avouons qu'elle a une tournure spectaculaire et moins bassement terre-à-terre, comme devaient l'être assez souvent les mariages royaux. Simple arrangement politique entre chefs où la promise était littéralement jetée dans le lit du futur mari,
quel que soit son avis ou ses convictions. Crodéchilde sera donc, de son plein gré ou pas du tout, envoyée vers le roi païen des Francs. Mais elle aura, c'est vrai, la chance de pouvoir garder ses idées religieuses. À l'inverse d'Odoflède, par exemple, la sœur païenne de Clovis, à qui on a demandé d'épouser l'ostrogoth Théodoric en 493 et qui devra par contre se convertir à l'arianisme chrétien. Alors, ce récit amusant nous donne l'occasion de présenter les deux autres grandes sources d'histoire chronologique de l'époque mérovingienne, qui complètent, avec plus ou moins de sérieux, le travail de Grégoire de Tours, terminé vers 590. On en a déjà parlé. Il y a d'abord Frédéguerre, un pseudonyme pour désigner un, deux ou trois moines burgondes qui racontent l'histoire jusqu'au milieu du 7e siècle. Et ces hommes seront suivis autour des années 730 par un anonyme venant de la région parisienne qui nous laissera donc ce fameux Libère, couvrant les derniers temps de la dynastie avant l'arrivée des Carolingiens. Alors, l'avantage des trois sources est qu'elles s'emboîtent assez logiquement sur une période d'écriture de 150 ans, permettant aux nouveaux auteurs de capitaliser sur les sources précédentes et de continuer chronologiquement la saga de la dynastie. On trouvera donc de larges extraits de Grégoire repris in extenso chez ses deux successeurs, confirmant que ces hommes ont bien eu accès à des sources antérieures avant de continuer eux-mêmes la chronique jusqu'à leur propre présent. Une situation tout à fait extraordinaire pour le Haut Moyen-Âge et qui nous offre 14 siècles plus tard une narration quasi complète de bout en bout de la dynastie mérovingienne, bien que très inégale et de style assez composite. Par contre, il faut être honnête, ces deux autres sources présentent bien évidemment des défauts comparables à Grégoire, et il ne faut pas les ignorer. Tout d'abord, plus les éléments qu'ils rapportent se trouvent dans un passé lointain vis-à-vis d'eux, plus la tendance est forte à remplir les trous avec du merveilleux et du spectaculaire. Et exactement comme Frédéguerre nous a déniché l'histoire du Kinotaure, dont Grégoire n'avait jamais entendu parler, l'auteur du Libère reprend pour sa part le récit ultra court de Grégoire sur l'ambassade en Burgondie et fait apparaître un Aurelianus ultra subtil capable d'arracher la perle Crodéchilde des mains du perfide Gondebaud avec une ruse de Sioux. Alors, est-ce que ces écrivains ont pu avoir accès à d'autres sources que Grégoire? C'est toujours possible. Mais la prudence s'impose quand une couche de merveilleux se mêle, comme par hasard, au fait des temps reculés pour ces écrivains. D'autant que leurs propres biais ou croyances, comme ce Grégoire et sa volonté de décrire la main de Dieu dans tous les événements, ont probablement dû teinter leurs récits respectifs. Frédéguerre, on l'a dit, est un pseudonyme pour des moines obscurs du fin fond de la Bourgogne, des sans grades comparés à Grégoire, qui rapportent les événements d'une manière assez erratique pour être honnête, et ne cachant pas leur détestation pour l'Austrasie et sa reine Brunehaut, bien en vogue à ce moment-là. Ces hommes se focalisent évidemment sur ceux dont ils ont entendu parler en pays burgonde et nous retranscrivent le reste sans être toujours capables de hiérarchiser les événements ou de les mettre dans le contexte, ce qui nous donne un récit particulièrement décousu. L'auteur du Libère, lui, bien qu'anonyme, a été identifié comme un lettré de la région parisienne, beaucoup moins intéressé par la vie des saints et leurs auréoles, et centrant son récit sur les bagarres et autres coups du sort diplomatique. Avec le Libère, chaque événement semble piloté par de mystérieux agents secrets, opérant dans les ombres pour faire pencher la balance avec des entourloupes improbables. Le mariage de Clovis prend une tournure spectaculaire avec l'anneau d'or, qui fait passer le roi des Burgondes pour un imbécile et lui force la main. Mais ce n'est qu'un épisode parmi d'autres, car c'est aussi le Libère qui voit apparaître un mystérieux conseiller lors de l'exil de Childéric en Thuringe en 455 si vous vous rappelez. Un homme de confiance qui a secrètement partagé en deux la pièce d'or avec le roi et qui lui fait parvenir sa moitié comme preuve du succès de sa mission 8 ans plus tard, le jour où la populace est calmée et que le père de Clovis peut enfin reprendre son trône. Tout ça plaide donc pour un érudit, gravitant autour de la cour mérovingienne à l'ouest, peut-être lui-même fonctionnaire ou lettré au service des princes. En tout cas, un habitué des intrigues de palais qui déchire le regnum 150 ans après Clovis, et qui, sauf à imaginer qu'il a eu accès à des sources bien fournies de ce qui devait être l'ancêtre de la DGSE du royaume des Francs, a dû en rajouter beaucoup dans le coup fourré en s'inspirant du contexte de son époque. Faut-il en conclure que Aurelianus n'a jamais existé? Pas forcément. Il y a bien dû avoir des diplomates au service des rois,
pour régler un mariage de cette importance. Et même si l'ambassade n'a peut-être pas été si épique que ce que nous dit Libère. On peut d'ailleurs constater qu'au même moment, un autre personnage, du nom d'Aridius, fait lui aussi son apparition dans l'histoire sous la plume de Grégoire cette fois. C'est lui, l'aristocrate lettré d'Avignon, qui, tout en se mettant au service de Gondebaud, arrive à enfumer Clovis et à le convaincre de décrocher de son siège en acceptant un tribut de la part du roi fugitif de Burgondie. Dans les deux cas, on peut observer que ce sont des hommes résolument gallo-romains vu les patronymes, qui ont été à la manœuvre, au moins dans l'imaginaire ou les souvenirs de ces premiers temps. Des lettrés et des aristocrates de Gaule qui servent d'ambassadeurs entre les nouveaux dirigeants barbares. Preuve que rien n'est plus faux que d'imaginer que l'émergence du royaume barbare signifie la mort de la culture romaine, personnifiée par la diplomatie et l'art oratoire. Le latin restait la lingua franca du Haut Moyen-Âge, et la culture juridique et diplomatique de l'Empire, le système de référence commun pour tout l'ouest de l'Europe. Mais preuve aussi que c'étaient les autochtones gallo-romains qui en maîtrisaient les mieux les codes, et que les Francs, loin de vouloir se débarrasser d'eux, vont bien au contraire les intégrer à leur pouvoir pour mieux fusionner leurs talents politiques à leur propre culture militaire. Aurelianus ne marque pas le crépuscule de la culture classique romaine, mais bien la première étape de son absorption dans le nouvel État en construction au nord de la Loire.